Le comité de suivi du Hajj pour la période 2018-2019 a été installé ce mardi à Ouagadougou. Il a pour mission de recruter les agences de voyage et les compagnies aériennes pour le transport des pèlerins. Le défi à relever par ce comité, c'est d'éviter aux pèlerins les difficultés vécues pendant le Hajj en 2017. La Semaine nationale de la culture s'ouvre dans 4 jours et les préparatifs vont bon train. Selon le comité d'organisation, tout est fin prêt pour la bonne tenue de la fête de la culture à Bobo-Dioulasso. Le point des préparatifs et le menu de la SNC 2018 à suivre dans ce journal. À l'étranger, Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue. L'ancien président français est entendu depuis ce mardi sur des soupçons de financement de sa campagne de 2007 par la Libye. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy est entendu dans ce dossier depuis l'ouverture d'une information judiciaire en 2013. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, nous prenons la direction de l'Assemblée nationale où les députés ont adopté 2 projets de loi ce mardi. Il s'agit d'abord du projet de loi portant autorisation de ratification de l'amendement de Kigali relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le second projet de loi voté par les députés est celui portant habilitation du gouvernement à ratifier les accords et conventions de financement conclus entre l'État burkinabé et les partenaires techniques et financiers. Le résumé de la plénière avec Issa Kawidrago et Olopoda. En réponse aux contraintes de délai de mise en vigueur des appuis sollicités auprès des partenaires techniques et financiers, le gouvernement fait recours à la loi d'habilitation pour la ratification des accords et conventions de financement des projets et programmes de développement. Cette disposition législative, adoptée ce jour par les élus du peuple, donne carte blanche à l'exécutif de mobiliser de façon rapide les ressources extérieures et de les absorber dans les délais. Sans loi d'habilitation, nous avons constaté que nous mettons 6 à 13 mois pour pouvoir faire ratifier les conventions par l'Assemblée nationale parce qu'ils ne sont pas à tout moment en session parlementaire. Donc c'est vraiment la célérité qui nous permet donc de pouvoir consommer efficacement les financements qui nous sont offerts parce que quand on n'arrive pas à aller rapidement et dans les délais qui ont été fixés, ça fait que nous avons des taux d'absorption faibles par rapport donc aux financements qui nous sont concédés par les partenaires techniques et financiers. Cette loi de ratification par voie d'ordonnance accordée au gouvernement couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. Autre projet de loi soumis à l'examen de l'Assemblée nationale, celui portant autorisation de ratification de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Vous savez d'abord, ça sera la réduction à hauteur de 0,5% en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui va permettre déjà au Burkina d'aller dans la mise en œuvre de son accord de Paris. Également, c'est à la longue, les réfrigérateurs, les climatiseurs doivent être remplacés par d'autres types d'appareils qui consommeront moins d'énergie. Et donc pour nous, ça sera l'occasion également de faire plus d'économie d'énergie pour permettre bien sûr à l'ensemble de la population d'avoir de l'énergie. Tous ces 2 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les 108 votants du jour à cette plénière de l'Assemblée nationale. Nous restons à l'Assemblée nationale où ce matin, le président Alassane Balassa Kandé a reçu en audience le président du Ashkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. C'est une visite de courtoisie selon Léandre Bassolé, mais les échanges ont aussi porté sur les missions du Ashkroun et le travail abattu par cette institution. Le point de l'audience avec Roger Kam et Maïmouna Traouri. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale chez le président de l'Assemblée nationale. Quelles peuvent être les raisons de cette audience, s'interrogent les journalistes. Rien de spécial, répond Léandre Bassolé. Pour lui, il s'agit juste d'une rencontre d'échange sur les missions du Ashkroun et le travail qui y est abattu. Et aux hommes de médias qui voulaient en savoir plus sur l'avancement des dossiers, le président du Ashkroun donne rendez-vous très prochainement. Nous allons avoir vraiment tout œil, toute oreille et toute communication complètement dédiée à la presse pour que nous échangeons, que nous voyons ensemble comment nous pouvons faire pour relayer
le travail qui est fait au Ashkroun à travers vous, de manière à ce que vraiment le message aille au plus profond de nos villes et que tout le monde comprenne la mission qui est celle du Ashkroun. Nous nous préparons à ça et nous sommes certains que vous n'allez pas nous laisser tomber dans le relais de ce message-là, parce qu'il est important qu'on sache exactement ce que notre mission signifie, comment nous entendons la poursuivre, avec qui. Pour Léandre Bassolé, c'est une nécessité car les questions d'unité et de réconciliation doivent impliquer toutes les couches de la société. Autre point de l'actualité, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, veut se donner un nouveau souffle dans la région des Hauts-Bassins. Cette mission vient d'être confiée au tout nouveau coordonnateur de l'UNIR-PS dans les Hauts-Bassins. Il s'appelle Siaka Barou et il a été installé dans ses nouvelles fonctions le 17 mars dernier par le président de l'UNIR-PS. On voit cela avec Mané Kayen et Moussa Sano. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a un nouveau coordonnateur dans les Hauts-Bassins. Siaka Barou est installé ici dans ses fonctions et c'est en présence des responsables de sa formation politique, des amis du parti et des populations. Nous sommes aujourd'hui en train de dire que l'UNIR-PS, bien sûr, c'est un parti sankariste, c'est un parti de masse. Vivre avec les masses, vaincre avec les masses et mourir avec les masses, il n'y a qu'en allant vers les uns et les autres qu'on pourra restructurer les partis. Parce que la plupart du temps, les gens se retirent parce qu'ils sont frustrés. On n'arrive pas à aller vers eux. On démarre avec ensemble, après on n'arrive pas à aller vers eux. Il faut obligatoirement reprendre ça. Vous avez vu, il y a des gens par exemple qui n'étaient pas là, mais après 10 ans, 15 ans, qui sont aujourd'hui là. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond que nous avons déjà commencé et nous sommes sûrs et certains que ça va porter. Et c'est ce que l'UNIR-PS attend de son nouveau coordonnateur, un coordonnateur dont la mission principale sera d'animer les structures du parti de l'œuf dans les Hauts-Bassins. Nous avons 3 provinces, c'est implanter, structurer le parti, l'organiser et faire en sorte qu'il y ait une mobilisation conséquente, mais surtout consciente. Parce qu'un parti politique défend avant tout des idées. Et ici, nous, nos idées, c'est le programme alternatif sankariste de l'UNIR-PS que nous avons conçu et que nous défendons. L'installation de coordonnateurs dans les régions était un des vœux des instants de l'UNIR-PS. Avec Siaka Barou, c'est désormais 11 régions qui voient leurs rêves se réaliser. Retour à Ouagadougou pour voir une autre cérémonie d'installation, celle du comité de suivi du Archa pour la période 2018-2019. C'est un comité fort de 17 membres chargé de recruter les agences de voyage et la compagnie aérienne pour le transport des pèlerins. Ce comité est appelé à se mettre vite au travail afin d'éviter les difficultés souvent constatées dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Amado Ilboudo et Draman Guéné. Fort de 17 membres, ce nouveau comité de suivi du Hajj doit aller vite et bien. L'équipe de Moumouni Ilboudo doit recruter un avionneur pour le transport des pèlerins et fixer le prix d'avion. L'appel au recrutement des agences de voyage est déjà lancé. La nouvelle équipe doit dépouiller les dossiers et retenir les plus crédibles. 2 agences sont déjà disqualifiées pour détournement d'argent. On a dit de s'activer pour mettre en œuvre les agences qui doivent recruter. Une fois que les agences sont recrutées, ils doivent aussi recruter les pèlerins. Ça fait partie des urgences. Le gouvernement, lui, tient beaucoup au succès du pèlerinage. Par conséquent, il exhorte le nouveau comité à veiller sur les agences afin d'éviter les erreurs de 2017, telles que le problème de mobilité à la Mecque, le détournement des frais du pèlerinage et la gestion des pèlerins. Il doit s'inspirer de l'expérience de l'ancien comité, voir dans quel domaine l'ancien comité a réussi, voir également dans quel domaine l'ancien comité a pu commettre des erreurs et pour corriger de telle sorte que cette mission soit toujours meilleure par rapport à ce qui s'est passé l'an passé. Donc c'est une attente forte du gouvernement, c'est une attente forte donc des musulmans et je suis convaincu qu'ils vont pouvoir réussir et faire mieux que ce que nous avons vu de par le passé. C'est un comité hybride qui regroupe les représentants de 8 ministères et ceux de la Fédération des associations islamiques dont est issu le président. Il a un mandat de 2 ans, 2018 et 2019.
La culture et le dialogue interreligieux pour construire la paix dans la différence. Le sujet est débattu au cours d'un atelier qui se tient à Bobo-Dioulasso à l'initiative de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Dans un contexte marqué par le radicalisme religieux, les initiateurs de l'atelier espèrent une meilleure promotion du vivre ensemble, gage de paix et de tolérance. Karim Ilboudo, Mireille Carole, Tougouma. Construire la paix dans la différence. Cet atelier de réflexion sur la culture et le dialogue interreligieux se penche sur la question. Un colloque qui tire sa pertinence du contexte social actuel marqué par la montée du terrorisme. La religion ne peut promouvoir que l'amour entre les hommes, la fraternité, la paix. Alors, au nom des évêques, je salue cet atelier qui nous permettra de rétablir une certaine vérité, de donner une bonne base à l'éducation de la jeunesse afin que ces mauvaises idées n'aient pas droit de cité dans nos pays, dans nos villes. Pour ce faire, échanges et partage d'expériences vont jalonner cet atelier. On a parlé du dialogue interreligieux, mais dans notre contexte, c'est surtout le dialogue entre la religion traditionnelle qui se colle fortement à la culture africaine, le dialogue entre l'islam et les autres religions, notamment le christianisme. Voilà, ce sont ces thématiques-là qui seront abordées, en lien aussi avec les conflits qui existent aujourd'hui, et puis bon, les perspectives, n'est-ce pas, d'un vivre ensemble. L'atelier est organisé par le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar en partenariat avec l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bobo-Dioulasso. Il est prévu pour 2 jours. La double attaque du 2 mars dernier à Ouagadougou suscite toujours des réactions. La diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire exprime sa compassion à l'égard des familles éplorées et du peuple burkinabé. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire disent condamner avec la dernière énergie ces attaques qui endeuillent leur pays d'origine. Pawadrogo Jansongo et Salissa Sanfo. Une minute de silence et un dépôt de gerbes de fleurs. La diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire porte ainsi le deuil de la double attaque de Ouagadougou. Depuis la Côte d'Ivoire, nous avons tous suivi cette attaque ignoble qu'a subi notre pays. Nous rassurons notre peuple au Burkina Faso que, étant à l'extérieur, nous pensons tous à notre pays et ce qui touche à notre pays nous touche aussi. Je suis beaucoup touchée par ces mères, ces femmes courageuses du Burkina Faso qui ont perdu leurs enfants. Et nous sommes de cœur avec ces femmes-là. Je présente mes condoléances à toute la nation. Je présente mes condoléances aux familles éplorées et je prie Dieu pour que ces personnes qui sont parties sur le lieu du combat pour le Burkina Faso aient vraiment la paix de leur âme et que Dieu leur réserve une place au paradis. Loin des yeux et si près du cœur, ces instants de recueillement et de compassion sont pour les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire une marque d'attachement à leur patrie-mère et un symbole fort pour dire stop au terrorisme. C'est pour nous l'occasion de condamner avec la dernière énergie cette attaque, n'est-ce pas, qui a fait de nombreux morts dans notre pays. Et dire effectivement que nous sommes solidaires, n'est-ce pas, au gouvernement, au chef de l'État, Roch Marc Kaboré. Et la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire de promettre, elle sera toujours là avec le Burkina Faso, dans l'adversité comme dans le bonheur. Et ensemble, ils ont foi. Le terrorisme sera vaincu. Et c'est avec fierté qu'ils viendront fêter au Burkina Faso la liberté et la quiétude retrouvée. Les ministres des Affaires étrangères sont réunis à Kigali au Rwanda pour le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre demain. En attendant le début des travaux, les ministres ont fait un tour au mémorial du génocide rwandais. Cet endroit renferme un passé douloureux quand on sait que près d'un million de personnes ont péri dans le génocide rwandais. Le point de la visite avec notre envoyé spécial, Omar Zombri. Kigali, mémorial du génocide rwandais. Alpha Bari et Robert Tiendrebego déposent ensemble une gerbe de fleurs en mémoire des victimes du génocide rwandais de 1994. Un génocide dans lequel a péri près d'1 million de personnes, des Tutsis en majorité.
En visitant ce lieu, pour les ministres des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, loin d'une simple visite touristique, c'est un véritable devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire pour chacun de nous, pouvoir non seulement s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés et prendre conscience aussi de ce qui s'est passé réellement. Et prendre conscience aussi que cette situation n'arrive plus jamais nulle part dans le monde. La préparation, la mise en exécution de cette politique d'épurement ethnique, le rôle des médias et des organisations internationales, des étapes que le guide touristique passe en revue avec minutie. Après le génocide, vient l'heure de la réconciliation avec l'arrivée du Paul Kagame au pouvoir. Ce processus de réconciliation a réussi à souder les liens et remis le pays sur le chantier du développement. On peut toujours tirer le son de toute histoire, mais les histoires ne sont jamais les mêmes. Je pense que nous ne sommes pas passés par cela, mais nous aussi nous allons vivre notre propre histoire et notre propre expérience, en s'inspirant bien sûr, non seulement de l'histoire du peuple rwandais, mais de toute autre histoire qui peut nous aider à avancer. Pour les ministres, ce tour au mémorial du génocide est plein d'enseignements. Il leur a permis de faire un bref saut dans l'histoire du Rwanda. À la fin de la visite, les deux ministres ont signé le livre de visite et effectué des dons pour le mémorial. Cette question à présent, que deviennent les anciens combattants de la guerre d'Algérie? En tout cas, certains d'entre eux vivent dans des conditions précaires depuis leur retour au pays. Malgré la décristallisation des pensions en 2011, ils sont nombreux à courir derrière leurs pensions pour plusieurs raisons. Des précisions dans ce reportage signé Ahadi Sandamba. Là où je me suis là, moi je demande d'Akaribou avant d'avoir l'argent. Ainsi, Liokou Dambélé doit sa survie à la mendicité depuis maintenant plusieurs années. C'est le moins que l'on puisse dire ici, au regard de ce témoignage. Il affirme vivre du bienfait des autres depuis son retour au Bercail. Quand j'avais les yeux qui ouvrent bien, je rentre dans les cabarets, dans les bars, et je pars jusqu'à la gare, ça c'est tout près ici, le cinéma, tout ça. Tout ça, je me promène là-bas. Je me promène partout. C'est pour avoir. Voici la cour de Liokou Dambélé. C'est ici qu'il habite depuis plusieurs décennies. Même ce toit, ce sont les bonnes volontés qui le lui ont offert. Nous sommes dans un quartier de Dodougou, la ville natale de son géniteur. Avec ces images, pas donc besoin de démontrer combien l'ancien soldat français vit dans la précarité aujourd'hui. Une situation qui va de mal en pis. La preuve, son dernier recours, la mendicité, il n'arrive même plus à la faire du fait de son handicap visuel. Voilà, Algérie, la misère après la guerre, c'est le sujet de 52 minutes sur la RTB, une émission que vous pourrez suivre tout à l'heure à 21h30 avec Simon Gongo et son équipe. Autre point de l'actualité, un atelier sur les projets mis en œuvre dans le domaine du coton en Afrique de l'Ouest a débuté ce mardi à Ouagadougou. L'objectif est de capitaliser et de partager les acquis engrangés à travers ces projets qui sont financés par l'USAID. C'est également le lieu pour mener la réflexion sur les nouveaux défis auxquels fait face la filière coton en Afrique. Jean-Ur Bayala et Bouma Ernest Nebier. Cela fait 10 ans que l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID apporte son appui à la filière coton en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un appui qui se traduit par le financement de nombreux projets et programmes dont les principaux sont le projet de renforcement du secteur coton en Afrique de l'Ouest et du Centre et celui du partenariat pour le coton dans les pays du C4 qui regroupe le Mali, le Bénin, le Burkina et le Tchad. Une décennie de financement du secteur par l'USAID qui a permis aux pays bénéficiaires d'engranger de nombreux résultats dans la filière coton. Et si vous prenez par exemple le partenariat, aujourd'hui IFDC est à même de mobiliser une cinquantaine d'organisations, aussi bien nationales qu'internationales, en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ces partenaires-là, nous les avons mis ensemble, nous les avons amenés à collaborer et aujourd'hui nous avons des réseaux qui fonctionnent, de sorte que les gens se communiquent, les gens partagent les informations, les connaissances et évitent les duplications.
et ce qui permet d'avoir beaucoup d'efficacité dans les actions. Si vous prenez la productivité agricole, nous avons montré très clairement avec nos résultats qu'on peut accroître les rendements au niveau des producteurs et des productrices de 5%, 25% et 35%, dépendant de la culture, mais en utilisant bien sûr les bonnes pratiques agricoles. Ça aussi, c'est des résultats qui sont connus et que nous essayons de diffuser. Sur la transformation des produits, nous avons beaucoup de résultats qui sont utilisés au niveau des producteurs et des productrices. Nous avons pu faire pas mal de plaidoyer en faveur de la femme, afin que la femme occupe la place qui lui revient, mais aussi bénéficie des retours économiques de son implication dans les exploitations agricoles. À cette rencontre de Ouagadougou, les participants, acteurs du domaine agricole, vont s'imprégner de ces résultats, partager les expériences déjà acquises au cours de la mise en œuvre de ces projets et envisager des perspectives afin de mieux faire face aux défis actuels de la filière coton en Afrique. Hier, à Ouagadougou, le ministre en charge des Transports a rencontré les agents de l'ONASER, l'Office national de sécurité routière. Le ministre Vincent Dabilgou a voulu s'imprégner des réalités de cette structure et expliquer aux agents que la sécurité routière est l'une des priorités du gouvernement. Et pour mener à bien leur mission, les agents de l'ONASER ont souligné la nécessité de trouver des solutions aux difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur travail. Le reportage de Konsoun Koulibaly et Mounira Keri. Prise de contact entre le ministre en charge des Transports et les agents de l'Office national de sécurité routière. Vincent Dabilgou se rassure du bon fonctionnement de la structure. L'ONASER participe à la promotion de la sécurité routière, à l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier et à l'amélioration de la fluidité du trafic routier. Je voudrais surtout traiter la question de la mobilité et la question de la fluidité. Parce que le gouvernement veut sécuriser les Burkinabés sur l'ensemble de nos voies. Vous voyez le nombre d'accidents que l'on connaît chaque jour avec la vitesse, mais aussi avec tout ce que vous avez comme signalisation que les populations elles-mêmes déposent de manière anarchique sur l'ensemble de nos voies. Plusieurs préoccupations sont portées à l'attention du ministre en charge des Transports. Le directeur général de l'ONASER déplore le manque de personnel et l'amortissement des véhicules. Il évoque aussi des conflits d'intérêts avec certains corps de métier. Les forces de défense et de sécurité font aussi la sécurité routière. Et lorsque vous jouez des rôles, il faut les limites de tout et chacun. Bon, au niveau des infrastructures, il n'y a pas un problème particulier, mais c'est lié au fait qu'aujourd'hui, la question de la surcharge est prise en charge par le ministère en charge des Transports. Et dans certains pays, ils estiment que la prise en charge du paysage devait se faire au niveau des infrastructures, à travers le fonds spécial routier. Or que c'est l'ONASER qui s'occupe de ça. Le personnel manque également de bureaux en nombre. Une préoccupation qui sera très bientôt conjuguée au passé, car le nouveau siège de l'ONASER est en chantier et les travaux sont à un niveau acceptable. Autre point de l'actualité, nous sommes à J-4 de l'ouverture de la Semaine nationale de la culture et les préparatifs vont bon train. C'est du moins ce que le comité d'organisation a laissé entendre au cours d'un point de presse animé hier à Bobo-Dioulasso. Le comité d'organisation de la SNC dévoile aussi le menu de la 19e édition de la Biennale de la culture. Des précisions avec Bilidou Basango et Kadou Romenki. 30 000 festivaliers attendus du Burkina et d'ailleurs, 1287 compétiteurs. Voici en chiffre la 19e édition de la SNC Bobo 2018. Un événement présenté ici aux journalistes par le comité d'organisation. Vous avez le marché des arts. Il faut dire que cette année, il y a un renforcement de cette activité qui se veut un cadre de rencontre et d'échange entre les créateurs et les promoteurs culturels invités. Et ceux-là, ils ont été invités, mais il faut le dire, c'est suite à un appel à candidature. On aura aussi les traditionnels plateaux off. Et les plateaux off confèrent un caractère festif et populaire à la SNC. Et vous le savez, que ces plateaux accueillent des groupes artistiques, des humoristes, des orchestres, des vedettes en musique traditionnelle et moderne qui évoluent en live ou en playback. Il y a aussi le village des communautés et la galerie de la gastronomie africaine à l'école Touboué. Et ce village des communautés, c'est une fête foraine
des communautés culturelles nationales et étrangères vivant au Burkina Faso. C'est la vitrine par excellence de la diversité culturelle présente au Burkina. Autre activité au programme de cette biennale culturelle, ce sont les expositions littéraires et la foire commerciale et artisanale. La vitrine de promotion des différents secteurs de l'activité socio-économique et culturelle. En attendant le jour J, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands et déjà le comité d'organisation se dit prêt à 85%. Et la troupe Warba du secteur 2 de Kongoussi ne compte pas faire de la figuration à cette édition de la Semaine nationale de la culture. Cette troupe va participer à la SNC dans la catégorie danse traditionnelle pour adultes. Elle est déjà la lauréate de cette catégorie à l'issue de la Semaine régionale de la culture du Centre-Nord. Zoom sur cette troupe avec Salifou Belem et Aruna Mari. Le tam-tam résonne sur les berges du lac Bam. C'est un test grandeur nature du spectacle de la troupe Warba de Bango du secteur 2 de Kongoussi. La tenue de scène bien arborée, instrumentistes et danseurs se livrent à une démonstration de talent. Ils dansent bien, tout début est difficile. C'est une tradition pour nous. De nos jours, les jeunes apprécient bien le Warba, mais leurs parents n'acceptent pas qu'ils viennent aux répétitions. Le tam-tam est l'un des instruments favoris de la troupe. Le jouet revêt tout un art aux yeux de Léger Sawadogo. Au-delà de la mélodie, c'est un discours tout particulier que véhicule l'instrument à l'endroit des personnes avisées. Nous sommes des griots. C'est nous qui fabriquons les tam-tams et c'est nous qui les jouons également. Nous avons une certaine importance dans la cour royale parce que c'est le tam-tam qui annonce la sortie du chef. Danseur, Olivier Sawadogo est un maillon essentiel au sein de la troupe. À chaque sortie, il imprime sa passion pour offrir au public une chorégraphie toute particulière. Nos amis apprécient nos prestations. Ils ont aussi envie d'apprendre à danser. Parfois, ils viennent suivre nos répétitions. Mon rêve, c'est de créer un jour ma propre troupe. Puiser dans ses racines et toujours innover le Warba, pour égayer les fans, la troupe ne tarit pas d'imagination. Pour cette première participation à la SNC, Joseph Sawadogo et ses musiciens veulent graver leurs prestations dans la mémoire des festivaliers. Actualité à l'étranger, en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été placé ce mardi en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement de sa campagne présidentielle en 2007. Un financement qui aurait été assuré par la Libye de Muammar Kadhafi. C'est la première fois que Nicolas Sarkozy est entendu dans ce dossier depuis l'ouverture d'une information judiciaire en 2013. Nicolas Sarkozy placé en garde à vue. L'ancien président français est entendu depuis ce matin par l'Office anticorruption de la police judiciaire de Nanterre, près de Paris. Il doit répondre des soupçons de financement illicite de sa campagne de 2007 par la Libye. En mai 2012, le site Mediapart avait publié un document libyen qui faisait état de fonds versés par le régime de Muammar Kadhafi. Moins d'un an plus tard, une information judiciaire a été ouverte. Le bras droit de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, est aussi entendu par la police ce mardi en audition libre. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, le fils de l'ex-dictateur libyen Saïf al-Islam Kadhafi confirmait dès 2011 l'existence de ces transactions. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne. Et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen. Mais il nous a déçus.
Rendez-nous notre argent, nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. Pendant la primaire des Républicains fin 2016, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine avait affirmé avoir remis une mallette d'argent liquide en provenance de Tripoli à Claude Guéant, puis Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, 10 ans plus tôt. Au Burkina Faso, l'actualité, c'est aussi le procès du coup d'État manqué de 2015, censé reprendre demain 21 mars. Le sujet fait les choux gras des journaux de ce mardi. Les journaux évoquent également cette affaire de monnayage des audiences à Kosiam. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Reprendra pas l'épisode 2 du long feuilleton judiciaire en perspective du prononciamento avorté de septembre 2015 cristallise l'attention et suscite l'inquiétude de citoyens. S'achemine-t-on vers un nouveau statu quo, se demande le journal. Suspendu le 27 février dernier, se souvient l'Obs, pour anomalies juridiques invoquées par la défense, le procès censé rouvrir ce 21 mars est pour le moins incertain. La thèse de la défense n'a pas bougé d'un iota. Elle s'arc-boute même sur sa ligne et d'où le titre révélateur de l'Obs, la défense campe sur ses positions pour le même argumentaire. Un argumentaire synonyme de vice juridique, détaille les éditions Le Pays et selon les avocats de la défense, se subdivise au nombre de 3. Je cite, les préliminaires, la duplicité du ministre Bagouro, le fait que le ministre de la Justice s'est lui-même constitué partie civile dans cette affaire et enfin, l'empressement avec lequel le dossier est programmé. Et notre confrère d'aujourd'hui au façon de résumer la chose en une seule phrase. Cette bataille procédurale, entachée d'irrégularité, risque à coup sûr de renvoyer le procès au calendrier grec. 84 personnes, dont 66 militaires, sont dans le box des accusés, ajoute aujourd'hui au Faso, avec le général Djendjeri comme le présumé cerveau du coup de force. Mais qui serait le présumé cerveau du monnayage des audiences présidentielles à Kosiam? Se questionne le mouvement des jeunes socialistes, fort d'une révélation médiatique et selon laquelle des demandeurs d'audience se seraient acquittés financièrement avant de pouvoir parler au président Roch. Alors réclame le mouvement l'ouverture d'une enquête judiciaire afin d'éclater la vérité. Cette triste nouvelle à présent, le journaliste à la retraite Pierre Claver Tassambiro est décédé ce mardi des suites de maladie à Ouagadougou. Pierre Claver Tassambiro avait 83 ans. Il fut l'une des meilleures voix de Radio Haute-Volta, actuelle la Radio Burkina. Avant de revenir sur cette disparition dans nos prochaines éditions, nous disons paix à son âme et toutes nos condoléances à sa famille. Et puis, sachez que le programme des obsèques de Jean-Baptiste Natama, diplomate et homme politique burkinabé décédé dimanche dernier, prévoit la levée du corps demain 21 mars à 16h30 à la morgue de l'hôpital du district du secteur 30. Le recueillement au domicile du défunt aura lieu à partir de 17h30 et une veillée de prière est prévue de 20h à 22h. La levée du corps aura lieu le jeudi 22 mars à 13h, suivie d'une messe à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Et l'inhumation de Jean-Baptiste Natama est prévu le même jour à 16h au cimetière municipal de Ouagadougou. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.